La récession s'est traduite par 61 000 défaillances d'entreprises en 2012, un chiffre qui devrait encore augmenter en 2013. Face à la crise économique, le législateur a démultiplié ces dernières années les procédures amiables et favorisé les procédures judiciaires de sauvegarde des entreprises en difficulté. Son objectif principal, c'est de maintenir l'activité et l'emploi. C'est une position totalement opposée qui est suggérée dans une récente note du Conseil d'analyse économique, une note intitulée « Les enjeux économiques du droit des faillites ». Selon ses auteurs, Guillaume Plantin, David Tesmar et Jean Tirole, la priorité accordée à la préservation de l'emploi est contre-productive. Ils estiment qu'il vaudrait mieux mettre au premier plan la valorisation des actifs de l'entreprise et la protection des créanciers. Bonjour Guillaume Plantin. Bonjour. Alors vous êtes Guillaume Plantin, chercheur à l'école d'économie de Toulouse. Vous êtes membre du Conseil d'analyse économique et donc co-auteur de cette note. Une note que vous avez intitulée « Le droit des faillites ». Alors c'est un peu étonnant alors qu'on devrait parler du droit des entreprises en difficulté. Pourquoi ce choix? Je crois qu'il ne faut pas mettre plus de poids sur ce choix qui en mérite. Je crois qu'on a retenu in fine droit des faillites dans le titre parce que c'est le plus court des formules possibles. Mais il y avait un titre initial, je crois, qui s'appelait droit des entreprises en difficulté, droit des entreprises défaillantes aussi pour nous. Donc il ne faut pas y voir d'attention. Bien, certains y voient des attentions, mais vous n'avez pas mis, semble-t-il. Non, absolument pas. Quel reproche, puisque cette note prend quand même, tout de même à contre-pied la législation actuelle assez fortement, quel reproche faites-vous à la législation actuelle qui a été renforcée année après année, de la loi Badinter en 1985 jusqu'aux mesures qui ont été prises sous la présidence Sarkozy? Alors, un certain nombre des mesures qui ont été prises depuis 2005, nous n'y sommes pas opposés. L'introduction de la sauvegarde, le fait d'essayer de pousser les gens à discuter avant d'ouvrir des procédures collectives, tout ça va dans le bon sens. Ce qui nous choquait, c'est une sorte de péché originel de la loi Badinter qui se distingue par rapport aux autres grands droits des entreprises en difficulté, américains, les autres grands pays européens, par une protection très faible des créanciers, une grande marge de manœuvre laissée aux propriétaires actuels d'une entreprise pour pouvoir tenter d'augmenter la valeur de leurs actions et de poursuivre leurs activités pendant des durées excessives. Et compte tenu de leurs incitations, ça les induit parfois à prendre des stratégies déraisonnables, excessivement risquées, qui à notre avis ne sont pas bonnes pour l'emploi. Vous analysez ce droit des entreprises en difficulté comme un jeu d'acteurs où il y a les salariés, il y a les créanciers, il y a les actionnaire, et chacun joue son jeu, ce qui peut amener à faire durer les procédures extrêmement longtemps et finalement au détriment de tout le monde dans certains cas. Tout à fait. C'est un petit peu ça l'idée. Alors vous préconisez une évolution vers le modèle américain, qui est celui de Chapter 11, enfin, tel qu'il a été modifié en 2005. On sait que c'est un régime qui est très favorable aux créanciers. Alors pourquoi privilégier les créanciers? D'abord, il est plus favorable aux créanciers depuis 2005, mais dans les comparaisons internationales, il reste encore loin d'être parmi les plus favorables aux créanciers. Donc, une procédure collective, c'est une situation dans laquelle, sous le contrôle du juge, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise doivent discuter de la marche à suivre, puisque l'entreprise n'est plus en mesure de créer assez de valeur pour rembourser ses dettes. Donc il y a deux questions à résoudre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait avec les actifs? Et comment on partage la valeur qui va être créée de cette façon? Une bonne procédure collective, c'est une procédure qui fait en sorte qu'on arrive rapidement à la décision qui maximise la valeur des actifs. La valorisation des actifs, ça doit être le point déterminant de la doctrine. Tout à fait. Si vous voulez, il y a deux questions. Quelle est la taille du gâteau? C'est comment est-ce qu'on maximise la valeur des actifs? Et comment on le partage? Donc on essaye d'abord de faire le plus gros gâteau possible. Parfois, ça peut conduire à restructurer, liquider. Parfois, ça peut conduire à des changements stratégiques qui n'impliquent pas de licenciement. C'est la priorité. Et pour réussir à implémenter cette maximisation de la valeur des actifs, il faut que ce soit les gens qui ont les bonnes incitations qui fassent les décisions.
qui prennent les décisions. Et lorsqu'on ne protège pas suffisamment les créanciers, les propriétaires actuels de l'entreprise qui ont perdu énormément de valeur ont souvent de mauvaises incitations. Alors, puisque vous réfléchissez en termes d'incitation, parmi les créanciers, certains, pour vous, ont un rôle pivot et plus essentiel que d'autres. Oui. Alors, ce qui compte, ce n'est pas la nature de ces créanciers. Ce n'est pas savoir si ce sont des banques, des fournisseurs, des salariés. Ce qui compte, c'est la valeur de leurs créances. Les créanciers pivots sont ceux qui, compte tenu de l'estimation de la valeur actuelle de l'entreprise qu'on a, ont perdu une certaine partie de la valeur de leur dette, mais pas tout, pas toutes. Ceux-là ont les bonnes incitations, puisque chaque euro de valeur créé ou détruit par les choix stratégiques se répercute instantanément sur la valeur de leur dette. Alors, en quelque sorte, cela signifie, dans votre logique, que ces créanciers pivots sont un peu les défenseurs de l'intérêt collectif. Tout à fait. Il se trouve que leur intérêt particulier est particulièrement bien aligné avec l'intérêt collectif. Si regardez une entreprise qui n'est pas surendettée, ce sont les actionnaires qui décident. Pourquoi? Parce que chaque euro de valeur créé ou détruit se répercute instantanément sur la valeur de leurs actions. Donc ils ont les bonnes incitations. Lorsque la valeur descend en dessous de l'endettement, les actionnaires n'ont plus les bonnes incitations. Ce sont les gens qui sont à risque qui ont les bonnes incitations. Alors, ce qui frappe tout de même dans les positions qui sont défendues fortement dans cette note, c'est que vous prenez complètement à contre-pied, comme je disais tout à l'heure, le droit actuel, qui est axé sur la sauvegarde de l'emploi, ce qui paraît un petit peu étonnant au moment où le chômage explose. Notre fin est aussi la sauvegarde de l'emploi. Mais nous pensons que sauvegarder à tout prix les emplois existants dans les entreprises qui ont détruit de la valeur lors des trimestres précédents, c'est pour cela qu'elles sont surendettées, ça n'a aucune raison d'être en général la meilleure chose à faire. Ça peut l'être parfois, mais en général ça ne l'est pas. Donc je pense d'une manière générale, on favorise davantage l'emploi en permettant aux entreprises d'utiliser leurs actifs de la façon la plus efficace possible. Alors vous allez jusqu'à dire que défendre les créanciers est un bien meilleur moyen de défendre l'intérêt collectif et l'intérêt des entreprises, puisque ça peut faciliter l'accès au crédit, y compris des entreprises en difficulté. Oui, tout à fait. Alors il y a deux aspects dans le renforcement du pouvoir des créanciers. D'abord, nous pensons qu'une fois que l'entreprise est en difficulté, ça permet d'arriver à des décisions plus rapides, ce qui est très important, et plus efficaces. Mais aussi en amont, ex ante, comme disent les économistes, lorsque les créanciers s'attendent à recouvrer plus au cas où l'entreprise entre en difficulté financière, ils sont bien sûr prêts à prêter plus ou moins cher en amont. Donc ça doit aussi faciliter l'accès au crédit des entreprises. Je comprends bien. Alors il y a un point délicat que vous abordez et qui est très polémique, c'est celui de la justice consulaire. Alors la justice consulaire est décriée, ça fait des dizaines d'années qu'on parle de réforme, on a évoqué la professionnalisation de la justice commerciale, des tribunaux de commerce. Ouais. Vous êtes, j'allais dire, violemment contre. Nous sommes contre. Alors, nous ne nions pas les dysfonctionnements, ce serait absurde, il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup d'affaires, citer les dysfonctionnements de la justice consulaire, mais nous pensons que des solutions telles que l'échevinage, introduire des magistrats professionnels en première instance, est un remède qui serait pire que le mal. Pourquoi? Parce que l'expertise économique est quand même cruciale en matière commerciale. Bien sûr, il faut appliquer le droit, mais on juge quand même des plans de continuation, des plans de redressement. Et il se trouve que les magistrats professionnels français, qui ont énormément de qualité par ailleurs, n'ont pas du tout le profil pour mener ce genre de décision. Donc nous pensons que ce serait contre-productif. C'est un petit peu étonnant venant d'un membre de l'école d'économie de Toulouse, puisque vous essayez de travailler sur des modèles purs en dehors des institutions. Et là, je vous ai un peu pris au piège à faire référence au fonctionnement des institutions dans votre raisonnement. Faire abstraction des institutions, c'est pour simplifier le problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas qu'elles sont importantes. Il y a d'ailleurs pas mal de chercheurs à Toulouse qui réfléchissent sur les institutions. C'est une première approximation. C'est vrai que les institutions sont très importantes. Le droit du travail français, le droit des sociétés françaises, l'organisation de la justice française, tout ça contribue à façonner la situation. Alors, peut-être pour conclure, vous insistez à la fin de la note sur le fait qu'il faut encourager la prise de risque, il faut supprimer les stigmates des faillites. Alors je reviens à ma première question. Pourquoi employer un mot si connoté de faillite alors qu'il faut déstigmatiser l'échec?
Bon, plutôt que d'inventer un néologisme, pourquoi pas faire en sorte que le mot faillite ne soit plus stigmatisé. Quand on prend un risque d'entreprise... Il faut changer la connotation du mot faillite. Quand on prend un risque d'entreprise, parfois on échoue, c'est bien sûr douloureux, mais il n'y a pas de mal à ça. C'est la définition d'un risque. C'est parce qu'on échoue parfois que c'est bien rémunéré quand ça marche. Et donc, gérer efficacement, rapidement ces situations d'échec, et ne pas stigmatiser les échecs, ça nous paraît être la bonne marche à suivre. Et je pense qu'il ne devrait pas y avoir de honte à employer le mot faillite. Eh bien, Guillaume Plantin, merci pour ces explications. Une note très stimulante, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, sur les enjeux économiques du droit des faillites. Merci. Je vous remercie.